à tout le monde pour ce premier webinaire de l'année. C'est notre deuxième ici chez Connect, mais pour 2024, c'est le premier, qui cette fois parlera plutôt des parties prenantes qui sont donc au cœur de votre stratégie de communication. La fois dernière, on avait parlé de la Big Story, donc l'importance du discours, de l'histoire à raconter, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet, où vous pouvez retrouver la retranscription, la rediffusion même du webinaire si ça vous intéresse. On mettra le lien dans la conversation. Mathieu, mon collègue, va retrouver ça et va vous le mettre. Et alors, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer du coup sur les parties prenantes parce que tout simplement, au fil de nos projets, on constate que oui, les parties prenantes peuvent être considérées comme importantes par toute une série de communicants. On va faire l'analyse, mais à un moment donné, on ne va pas aller plus loin. On va s'arrêter, on va aller sur un projet qui va durer 3, 4, 5, 10 ans pour certains. On aura fait une fois l'analyse des parties prenantes et puis en fait, elle ne va plus évoluer. Ou alors tout simplement, on ne la fait même pas et on se décide de faire des actions et on fait une pseudo-stratégie du coup, mais il n'y a pas vraiment d'analyse de parties prenantes. Donc ici, on va vraiment vous expliquer pourquoi c'est important et comment surtout on fait pour apprendre à connaître ces parties prenantes dans notre stratégie de communication. Mais avant ça, je vous propose de présenter un petit peu Connect brièvement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une agence de communication stratégique basée à Asselt, Bruxelles et aux Pays-Bas à Eindhoven. On est 60 collaborateurs, connecteurs, qu'on pourrait dire. En 2023, on a travaillé sur 189 projets différents et on a au total 67 clients. Donc, pour certains clients, effectivement, on a plusieurs projets et sous-projets en la matière, ce qui fait que on touche à diverses matières, comme vous allez le voir. On a plusieurs domaines d'expertise. On va travailler en infrastructure et mobilité, on va travailler dans tout ce qui concerne l'espace, l'environnement, dans le sens plutôt nature. On va travailler notamment sur tout ce qui est énergie et climat, donc la thématique qui va notamment illustrer notre webinaire aujourd'hui. Sur tout ce qui est vivre ensemble, organisation, mais aussi tout ce qui est projet immobilier ou tout simplement du culturel et du patrimoine. Donc c'est vraiment divers projets. Mais pour tous ces projets-là, pour tous ces domaines, effectivement, on a toujours besoin d'une stratégie de communication pour arriver à faire des actions qui vont être pertinentes pour pouvoir amener aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le point partie prenante. Et pour en parler, donc, on va en parler avec Julien Madani, qui est à la tête de la communication infrastructure projet chez Elia. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Et nous dire ce que tu fais chez Elia. Merci Julie, bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, merci à Connect et à toi Julie de m'avoir convié à ce webinaire sur un sujet qui nous touche particulièrement et qui pourra certainement intéresser aussi les personnes présentes aujourd'hui. Donc, je suis en effet responsable de la communication projet chez Elia depuis 2017. Donc, ça fait à peu près 7 ans maintenant que je suis responsable de cette thématique et de cette fonction au sein d'Elia. En quoi consiste la communication projet? Nous avons la charge et la responsabilité donc de la communication des projets d'infrastructure chez Elia. Et donc, c'est vraiment la communication autour de l'ensemble du portefeuille d'investissement d'Elia. Les investissements sont importants tant pour la transition énergétique que pour l'électrification de la société. Donc, on a des centaines de projets chez Elia pour plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Et notre rôle est de prendre en charge cette communication-là, tout en amenant aussi notre expertise et notre support, voire notre prise de leadership dans certaines situations en termes de relations publiques. Notamment, et c'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui, notamment on travaille pas mal avec les autorités locales, régionales, mais également différents publics cibles qu'on énoncera tout à l'heure. Et donc, on est en charge de cette communication-là pour tous les projets d'infrastructure, donc c'est toutes les étapes d'un projet, mais aussi toutes les thématiques liées. Donc, quand il y a des thématiques au niveau de l'environnement, au niveau de certaines mesures de compensation, s'il y a des thématiques autour de la santé, autour des champs électromagnétiques, c'est aussi notre responsabilité de décliner
ce type de communication. Et nous avons aussi, lorsque je suis arrivé, initié toute une série de partenariats avec des organisations de la société civile ou représentant celle-ci, notamment des organisations du type environnemental, économique ou représentant des communes, que ce soit par exemple l'Union des villes et communes en Wallonie ou le VVSG en Flandre, parce que ça nous permet justement de renforcer notre ancrage local. Donc voilà, dans les grandes lignes, un peu quelle est notre responsabilité, ma responsabilité au sein d'ELIA. Voilà. Mais aussi un peu pour compléter le propos, parce qu'en plus je me rends compte que je ne me suis même pas présentée. Donc ici, Connect travaille avec Elia depuis maintenant tout ça. Parce que je suis Oui, arrivée chez Connect en 2016 et on commençait à travailler avec vous oui. depuis, à mon avis, une petite année ou quelque chose comme ça. Et donc effectivement, on a quand même mis ensemble en place toute une série de balises au niveau de la communication, parce que c'était un service qui effectivement n'existait pas. Vous ne Mhm. travailliez pas, il n'y avait pas une communication proprement dédiée à l'infrastructure projet, au projet d'infrastructure plutôt. Et donc, on a pu vraiment travailler tout du long, et notamment sur les parties prenantes. Et donc, vous allez pouvoir voir aussi un peu l'évolution ici en la matière. Et donc, justement, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, effectivement, je suis Julie Descampeler et je suis conseillère communication senior chez Connect depuis maintenant 8 ans, tout juste. J'ai fêté mes 8 années de service, dirons-nous, il y a une petite semaine ou deux à ce niveau-là. Donc voilà, on va parler donc partie prenante et avant ça, ben, on va quand même vous expliquer ce qu'est une partie prenante ou un stakeholder pour ceux qui utilisent plutôt les anglicismes. Donc une partie prenante, c'est vraiment tout acteur, donc qu'il soit un individu, une organisation ou un groupe, qui va être concerné par un projet, une décision ou une action. Et c'est-à-dire qu'en fait, leurs intérêts sont affectés d'une façon ou d'une autre, donc positivement ou négativement, par la mise en place de votre projet, de votre décision ou de votre action. C'est-à-dire qu'en fait, une partie prenante, eh bien, c'est beaucoup de monde. Pour certains projets, pour certaines sociétés, ben, ça va concerner vraiment un panel très très large au niveau des parties prenantes. Euh, et dans la communication, malheureusement, mais on ne peut pas s'adresser à toutes ces parties prenantes en même temps, au même moment et avec les mêmes outils. Donc, dans la stratégie de communication, il va falloir, pardon, excusez-moi, il va falloir faire des choix pour dire ben, on va plutôt se concentrer sur telle ou telle partie prenante, on est plutôt qu'on va avoir des parties prenantes secondaires et on va plutôt s'en occuper à tel moment dans la vie de notre entreprise ou de notre projet. Mais pour prendre ces décisions-là, effectivement, il y a toute une méthodologie à mettre en œuvre. Et la première, mais déjà, c'est de savoir qui sont les parties prenantes, qui est concerné par cette partie prenante. Et donc, on va les cartographier pour apprendre à les connaître. Donc, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir une vue d'ensemble, qu'on va essayer vraiment de visualiser toutes ces parties prenantes-là et de détecter tous les groupes différents qu'on peut avoir. Donc, comme Julien parlait tout à l'heure, on va avoir des autorités locales, on va avoir des autorités régionales, donc vous allez avoir le monde politique, mais vous allez avoir, par exemple, dans le cadre d'une obtention de permis, vous allez aussi avoir l'administration communale, l'administration qui va gérer les permis d'urbanisme ou le fonctionnaire délégué quand vous partez au niveau de la région. Vous allez avoir des riverains qui peuvent être impactés par des travaux si vous faites des chantiers. Vous allez avoir du coup des impétrants, ce genre de choses. Vous allez avoir les journalistes aussi. Et donc, vous allez avoir pas mal de parties prenantes. Et je peux vous assurer que ça, c'est le genre de choses que vous ne devez pas faire tout seul dans votre coin. Il faut vraiment vous mettre ensemble avec toute votre équipe et différents représentants de votre société pour un peu déterminer et visualiser quelles sont toutes ces parties prenantes à ce niveau-là. Parce que vous allez toujours en rater. Nous, en atelier, vous pouvez être certain qu'il en manque toujours. Parce qu'on ne se rend pas compte effectivement de l'impact que peut avoir un projet ou une décision. Et donc, c'est important de bien avoir tous les avis de tout le monde à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et du coup, Julien, comment vous fonctionnez chez Elia pour un peu visualiser quelles sont les parties prenantes, pour les identifier? Vous faites ça comment chez vous? Donc, nous, pour chaque projet, on fait une analyse approfondie de l'ensemble des parties prenantes qui Mhm. sont directement ou indirectement concernées par notre projet. En fonction de l'importance du projet, on a une analyse qui peut être
assez complète ou un peu moins détaillée pour des projets de moindre envergure. Mais pour l'ensemble des projets, notamment, on a une méthodologie qui a été mise en place où on appelle ça les must-have, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Mhm. de discussion interne quant à l'opportunité de le faire ou pas. Et donc, le Project Communication Officer, qui est la personne qui s'occupe de la communication des projets dans mon équipe, a cette latitude de lancer cette analyse-là au niveau des parties prenantes. Donc, on ne commence jamais un projet, ou en tout cas, on ne divulgue jamais un projet vers l'extérieur si on n'a pas au moins eu cette analyse-là, qu'on a pris connaissance de cette analyse-là, et que sur base de ça, on adapte soit notre message, soit notre projet en tenant compte évidemment des risques. Donc cette analyse, elle vaut autant notre niveau pour les politiques au niveau local, voire régional, les différentes administrations, les organisations de la société civile, les organisations locales, mais aussi les groupes citoyens au niveau local. Et on étudie plusieurs choses. On étudie notamment avons-nous une expérience avec cette commune-là hein, ou cette Mhm. entité-là et si oui, laquelle était? Deuxièmement, c'est quel est l'historique de cette commune-là vis-à-vis d'autres projets d'infrastructure, hein, que ce soit par exemple des parcs éoliens ou des infrastructures routières ou autres, et voir quel était le positionnement de la commune, même si on ne parle pas des mêmes choses. Hein. Nous, on œuvre dans le transport d'électricité, donc on vient avec des infrastructures pour le transport d'électricité, mais on essaye de faire un parallélisme avec leur expérience de la matière. Et aussi, et c'est un élément qu'il ne faut jamais trop sous-estimer, c'est de quelle manière les citoyens se sont regroupés ou ont une attitude vis-à-vis de ce type de projet. Soit ceux Mhm. d'il y a dans le passé, ou soit d'une entité, organisation qui est venue et qui avait un projet d'infrastructure. Parce que ça nous permet aussi, de cette manière-là, de prendre un peu la température au niveau du contexte local. Un élément aussi sur lesquels je suis assez attaché quant à l'analyse, c'est aussi la stabilité politique locale, voire régionale sur certains dossiers, et notamment les positionnements de certains élus avec lesquels nous devrons dialoguer quant à des sujets qui sont soit étroitement liés à nos activités ou qui, de près ou de loin, s'y rattachent. Je vais prendre un exemple très concret. Dans une commune, on avait un projet et j'avais vu circuler dans son tract électoral qu'il allait s'opposer, le bourgmestre prétendant, au projet d'Elia si le projet voyait le jour. Et donc, quand on a su que ce bourgmestre-là a été élu, ben, on savait déjà que le contexte n'était pas favorable dans le Mhm. cadre de la discussion et donc ça nous a permis d'amener les choses différemment que d'arriver la fleur au fusil en disant ben voilà, on a une bonne nouvelle pour vous, on vient avec une infrastructure. Et donc ça fait vraiment partie d'une analyse qu'on fait et qui nous permet alors ensuite de mieux, avec cette cartographie des parties prenantes, de mieux identifier la manière dont la stratégie de communication, son implémentation et les différents contacts doivent être pris. Et alors ici, nous, cette connaissance locale, elle est importante, mais on la déploie aussi à d'autres niveaux. Hein. On fait aussi pour des projets qui ont une plus grande envergure une cartographie aussi des parties prenantes au niveau régional. Hein, D'accord. ça paraît un peu anecdotique, mais on a déjà eu des situations où on avait un projet de câble et on passait dans la rue d'une ministre. C'est toujours mieux de savoir que le ministre ou la ministre habite dans cette rue-là, parce que ça peut poser problème ou faciliter les choses, mais il vaut mieux être conscient de ce genre de choses, ou au moins Mhm. savoir qu'il y a des personnalités dans certaines communes données, parce que ça nous permet d'avoir cette analyse-là. On analyse aussi lorsqu'on sait que, par exemple, c'est un dossier qui va arriver sur la table du ministre ou de la ministre de l'aménagement du territoire, connaître un petit peu sa fibre hein, par rapport à ce type de dossier, de quelle manière elle a interagi ou il a interagi, pour aussi anticiper des difficultés futures en cas de recours ou de décision à prendre. Et on élargit ça aussi dans certains projets, vu qu'on travaille au niveau national. Le transport d'électricité est une compétence nationale, on est les seuls à le faire ici en Belgique. On a aussi une analyse au niveau national, mais souvent quand même découplée au niveau région, hein, parce que les compétences d'aménagement du territoire sont plutôt au niveau des régions. Mais il nous arrive, lorsqu'on a des projets d'interconnexion avec des pays voisins, de faire une analyse qui dépasse l'entendement local, régional, voire national, où là, on collabore alors avec les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité pour voir aussi quel est le contexte chez eux. Dernièrement, on a inauguré une interconnexion avec la France, on a collaboré avec notre alter ego en France qui est RTE France pour voir de quelle manière
on allait décliner la stratégie de communication, tant eux envers leurs stakeholders locaux, tant que nos stakeholders, pour être aussi cohérents dans les messages qu'on allait donner, dans l'approche qu'on allait décliner. Alors après, à chaque fois, évidemment, en fonction de la situation donnée, on l'adapte. Ouais. Mais ce qui me fait plaisir d'entendre vraiment, et je lui ai pas dit qu'il devait dire ça, c'est de se dire, c'est que l'analyse, vraiment la cartographie des parties prenantes, elle se fait vraiment dès le début, avant toute communication, pour effectivement savoir où on met les pieds. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Elia, effectivement, donc c'est le gestionnaire du réseau de tension en Belgique, mais c'est eux en fait qui vont venir faire des projets d'infrastructure, qui vont venir ajouter, construire ou rénover des liaisons qui sont existantes ou en construire donc de nouvelles. Et donc, bah, forcément, il y a un impact qui peut être visuel si ce sont des pylônes, ou c'est un impact tout simplement en termes de chantier quand les cadres sont souterrains. Et donc, forcément, c'est des thématiques qui sont aussi moins bien connues. Et donc, bah, il faut informer d'autant plus les parties prenantes, même au niveau politique, parce que comme tu l'as dit, et je pense que vous êtes en train de le vivre maintenant, tout est en train d'être chamboulé au niveau politique. Donc, les contacts que vous aviez ici dernièrement avec la Wallonie, par exemple, ben, vont complètement changer, vu que là, on part sur une majorité qui est beaucoup plus MR engagée. Et au niveau local, ça va aussi changer ici incessamment sous peu, au mois d'octobre, quoique pour certaines communes, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais donc ça, forcément, ce sont des choses ici actuellement que tu tiens aussi à l'œil. Je Oui, tout à suppose, les fait. élections, là, tu es hyper vigilant. Tu nous disais que tu avais regardé les tracts électoraux. Mais là, vous allez aussi, tu dois surveiller, à mon avis, les décisions, les prospections, les négociations qui sont en train de se faire, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je l'ai dit rapidement dans l'introduction, mais notamment cette compétence-là de monitorer ce qui se passe avant, pendant et après les élections et quels sont les dossiers qu'on doit amener, notamment sur la table dans le cadre des accords gouvernementaux au niveau régional, mais également vérifier au niveau local les évolutions de majorité et l'impact que ça pourrait avoir. Cette responsabilité est chez nous. Et donc, on fait une analyse. On l'a faite, par exemple, pour les élections. Et donc, le 10 au matin, je présentais déjà ici en interne à Elia les résultats des élections, l'impact que ça pouvait avoir sur certains dossiers et quelles étaient les prochaines étapes qui allaient être réalisées. Et un gros travail qui arrive, parce que là, on parle de 3 régions, en plus au niveau fédéral. Les élections européennes, on les regarde, mais elles sont moins impactantes pour notre activité à nous. On a un autre département chez Elia qui s'occupe Oui. de ça. Mais au niveau local, là, je suis déjà en train de lister l'ensemble des communes dans lesquels nous avons des projets et pourquoi on doit avoir une analyse particulière parce qu'il y a certains projets qui pourraient en effet évoluer en fonction de l'état d'avancement de certains dossiers et de la perception des partis politiques. On sait que certains partis peuvent être plutôt défavorables par rapport à certaines thématiques que d'autres et donc c'est vraiment un point d'attention pour nous et on ne doit plus arriver comme on le faisait avant. Il y a une dizaine d'années, on arrivait sans vraiment analyse en amont. On s'est rendu compte que on a souvent rencontré beaucoup d'obstacles parce qu'on avait une méconnaissance du contexte local, voire régional. Et je vois effectivement Christophe Cormon qui nous dit que l'analyse est essentielle pour toute société publique et je dirais même aussi pour toute société privée. À ce niveau-là, personne n'échappe vraiment à la règle. Donc ici, voilà, vous avez vu, donc on a cartographié et Julien a déjà parlé un petit peu du positionnement, d'identifier un peu les risques et ce genre de choses. Donc on va aller aussi un peu dans ce sens-là parce qu'effectivement, une stratégie de communication, quand on fait une analyse des parties prenantes, eh bien, nous on appelle ça, c'est comme un pilote, il faut un plan de vol. Quand votre pilote, il doit aller à Bodrum ou sur les plages de Mexico, il sait exactement comment il va faire, il a ses boussoles, il sait à quelle altitude il doit voler, il sait comment il doit atterrir, ce genre de choses. Mais la communication, dans sa stratégie, dans son analyse, elle va être pareille. On va avoir toute une série d'outils. Alors, chez Connect, on a toute une méthodologie pour ça. Je ne vais pas toute vous la présenter parce que sinon, ça va être assez conséquent. Parce qu'on a effectivement toute une méthodologie aussi pour positionner, pour savoir où vont se trouver les différentes parties prenantes qu'on aura identifiées, de quelle position on veut arriver et ce genre de choses. Mais un outil qui, je pense, devrait vous intéresser, c'est vraiment le modèle PIF qu'on utilise. Oui, mon collègue, on a mis un autre truc. Donc, effectivement, avant ce fameux plan de vol, il va vous servir à identifier, à connaître et à positionner. Donc, identifier avec la cartographie, à connaître parce que vous allez analyser, vous allez faire des recherches, vous allez faire des schémas, donc vous allez comprendre comment ils fonctionnent, quelle est leur position politique et vous allez pouvoir les positionner
avec leur position actuelle par rapport à votre projet, par rapport à votre société, mais aussi les positionner par rapport à là où vous voulez arriver. Parce que l'objectif n'est pas non plus de garder certains stakeholders dans la même position. S'ils sont contre votre projet, vous dites, mais ceux-là, c'est parce qu'ils ont un manque d'informations. Il y a moyen de, peut-être pas en faire des ambassadeurs, mais d'arriver à une position un peu plus neutre, qu'on est complètement contre le projet parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et donc, ici, un des modèles du coup qu'on va vous présenter, c'est le modèle PIF qui va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de quelle communication vous allez pouvoir mettre en œuvre, quelles actions, et de voir un petit peu justement quelle direction prendre. Donc, le modèle PIF, il s'appelle PIF parce qu'il y a 4 axes. Donc, le premier axe au-dessus, vous avez l'axe du pouvoir, puis vous avez l'axe de l'implication ou de l'engagement, de la proximité, de la force de communication. Donc, pour le pouvoir, c'est assez simple, c'est effectivement, est-ce que cette partie prenante peut exercer un pouvoir sur mon projet, sur ma société? Dans le cadre d'une obtention de permis, clairement, ça va être, peut-il ou pas m'accorder ou refuser le permis? Donc, un bourgmestre, la région va être au niveau 5, un riverain va être au niveau 1, mais un comité, par exemple, de riverains, qui aura un peu plus, parce qu'ils auront un peu plus de poids, vont pas arriver à 5, mais pourraient arriver à 3 en fonction de leur organisation. L'implication, l'engagement, c'est à quel point, en fait, la partie prenante va être impliquée dans le projet. Est-ce qu'elle collabore? Est-ce qu'elle participe au projet? Est-ce qu'on a vraiment un suivi avec elle? Donc là, pareil, vous dosez un petit peu de 0 à 5. Puis la proximité, c'est la proximité à votre projet, par rapport à votre entreprise. La personne est peut-être concernée parce qu'effectivement, elle se trouve sur le tracé, par exemple, de la liaison haute tension, mais peut-être tout simplement parce qu'elle travaille dans votre société, ou alors elle est très intéressée par votre projet, par la société, parce qu'elle compte postuler, parce que ce n'est pas uniquement dans les cadres de projets d'infrastructure qu'on utilise ce modèle, bien évidemment. Donc, c'est vraiment se voir quel est le rapport par rapport à votre société, votre projet. Et effectivement, plus une partie prenante va être proche, elle va être au niveau 5, mais vous vous doutez bien que la communication va devoir être plus intensive et plus personnelle à ce niveau-là. Et puis, évidemment, vous avez la force de communication. Et donc, ça, la force de communication, c'est est-ce que cette partie prenante va avoir une caisse de résonance et va pouvoir porter aussi ses messages à l'extérieur. Donc, typiquement, un bourgmestre avec un service com va avoir une force de communication importante, tout comme bien évidemment le journaliste qui va travailler à la RTBF pour BX1 ou pour Antenne Centre, par exemple. Donc là, on va avoir une force de communication qui est importante. A contrario, le riverain va avoir une force de communication plutôt de 1, car il n'a pas les aptitudes, les outils pour pouvoir communiquer vers l'extérieur et engendrer. Par contre, un groupe, une organisation environnementale comme, pour ne pas les citer, par exemple Inter-Environnement Bruxelles, qui sont staffés et qui vont représenter des collectifs aussi citoyens, forcément, là, la force de communication, elle est plus importante parce qu'ils peuvent avoir une caisse de résonance. Donc, pour chaque partie prenante, vous allez vous amuser un petit peu à positionner les différents points et de là, vous allez obtenir des formes. Je vous propose d'en mettre 3 en exergue. La première, c'est effectivement un modèle de communication où on a une forte implication et une... Non, je vais revenir au précédent parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous l'expliquer, tout simplement. C'est le modèle où on a effectivement un quadrilatère le plus homogène possible. Donc là, en fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que si la partie prenante est favorable à votre entreprise, votre société, ça va, vous êtes plutôt cool au niveau de la communication que vous allez devoir faire parce qu'elle va être limite un ambassadeur et elle va porter votre projet. Par contre, si c'est une personne qui va être contre votre projet, là, vous avez intérêt à avoir une stratégie de communication qui va être solide pour pouvoir justement véhiculer la bonne histoire, la bonne vision et connaître aussi ce qu'eux pensent pour pas dire... Parce que rendez-vous compte qu'eux connaîtront bien votre projet et vous devez savoir ce que vous allez porter comme message et quels sont les messages que vous allez pouvoir véhiculer et qu'est-ce que vous allez pouvoir compléter comme information. Donc, effectivement, quand vous avez une partie prenante qui est un peu un quadrilatère, vraiment que vous avez un beau carré, sachez que la communication, de toute façon, va être beaucoup plus compliquée, que vous devez avoir une stratégie qui va être beaucoup plus pointue et donc que vous allez devoir intégrer ces parties prenantes réellement dans votre communication, que ce soit par des organes consultatifs, informels ou formels. Donc, clairement, vous allez, par exemple, faire de la participation. Avec eux, vous construisez un nouveau complexe.
eh bien, inviter ces parties prenantes à pouvoir émettre un avis, à leur expliquer, à intégrer leurs propositions et peut-être avoir leur point de vue, parce qu'en plus, ça tombe, elles sont sur le terrain et elles connaissent mieux le terrain que vous, et vous allez peut-être avoir des bonnes idées en plus, et donc ça va être du win-win à ce niveau-là. Alors par contre, des fois, ça sert à rien, il ne faut pas s'acharner. Continuer à avancer si elles sont complètement contre le projet et que vous n'arrivez pas à leur faire entendre raison, à un moment donné, ça ne sert à rien de s'acharner sur ce type de profil à ce niveau-là. Et donc après, vous avez un autre modèle où effectivement tout le monde n'est pas en force partout, où vous allez avoir ici une partie prenante qui a plus d'implication et plus de proximité. Et donc là, nous, c'est ce qu'on dit, c'est là où réside en fait le potentiel d'un projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir une source de soutien. C'est-à-dire que c'est une personne qui est impliquée et qui est vraiment proche du projet. Et donc, avec les bonnes informations, avec la bonne sensibilisation, vous pouvez vraiment tourner ces personnes aussi en ambassadeurs et leur donner une plus grande force, un plus grand pouvoir parce que vous allez pouvoir les intégrer vraiment dans votre projet et peut-être qu'ils vont pouvoir un peu percoler aussi autour d'eux à ce niveau-là. Et donc, parler positivement de votre projet, de votre société, et donc d'être un véritable soutien. Donc, quand vous avez cette forme-là, sachez que là, ça peut vraiment être un soutien et que donc, il faut pouvoir ajuster votre communication pour qu'ils aient les bonnes informations. Et ça, c'est important d'avoir des bonnes informations dans les temps et compréhensibles, bien évidemment. Et alors, on a un autre modèle. Là, on va être plus sur un modèle de type journalistique ou influenceur, c'est-à-dire qu'on va avoir une forte de communication importante et une implication qui est tout autant parce que un journaliste a peut-être décidé de se dire, tiens, je m'intéresse à ce projet-là ou à cette problématique-là, et donc je veux vraiment, je vais faire un article là-dessus. Alors, c'est typiquement ça peut être du positif comme ça peut être du négatif. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrive. Donc, il faut pouvoir être prêt à communiquer et à pouvoir répondre et à pouvoir adapter aussi sa stratégie, ses messages en fonction. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien tenir à l'œil son projet, sa société, les parties prenantes, pour un peu détecter tous ces mouvements en la matière. Donc, en fonction vraiment ici de ces modèles-là, je vous ai déjà un petit peu parlé de toutes les actions qui sont possibles à faire. Donc, ce modèle-là, vous allez comprendre, c'est la partie où vous allez connaître vraiment votre partie prenante et en fonction de là où vous voulez la positionner, vous allez vraiment pouvoir déterminer quelles sont les actions, quels sont les messages que vous allez devoir déterminer. Maintenant, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce modèle et approfondir un peu la matière et approfondir aussi tous les autres modèles qu'on peut avoir parce que tous les modèles finalement sont interconnectés et que vous savez comprendre le néerlandais, le parler, vous pouvez lire le livre qui a été rédigé par notre managing partner Bart Derrison qui est Laat ons zeggen dat het shit wordt. Et donc là, vous avez vraiment tous les modèles. C'est un langage qui est... ne soyez pas parfaitement bilingue, n'ayez pas peur. Vous pouvez comprendre le néerlandais à ce niveau-là. C'est assez imagé. Il y a pas mal de schémas qui vont vous permettre de comprendre. Mais si jamais vous avez aussi les modèles sur notre site Internet, dans la partie inspiration au modèle de travail, vous avez les modèles en français qui sont expliqués également. Donc... vous n'aurez pas toute la partie théorie, mais toute la partie modèle, ça, vous l'avez en français. Donc, n'hésitez pas à aller vous en servir pour pouvoir les réutiliser si vous voulez. Donc, une fois effectivement que vous avez un peu déterminé tout ce positionnement, que vous avez appris à connaître votre partie prenante, vous allez effectivement pouvoir la positionner comme Julien vous en parlait tout à l'heure, de savoir en gros si c'est plutôt résistant, s'ils sont plutôt neutres, ou s'ils sont supporters de votre projet à ce niveau-là. Et puis s'enchaîne alors toute la stratégie de communication que vous pouvez mettre en place. Et donc, c'est effectivement très important de pouvoir connaître ça, que ce soit pour des petits ou des grands projets, surtout pour des grands projets. Mais aussi pour des petits parce qu'un grain de sable peut aussi transformer votre projet ou votre société en capharnaüm à ce niveau-là si vous êtes passé à côté d'une information importante, bah, comme par exemple Julien pouvait le dire, tout simplement, vous avez la ministre qui habite dans la rue là où vous allez faire des travaux. Vous allez être d'autant plus vigilant quand vous allez gérer le chantier, c'est comme ça. Mais vous allez faire attention à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises non plus. Et ça, si vous ne le saviez pas, ben, vous pourriez vous aller au-devant de problèmes
soit au niveau de la gestion du chantier ou peut-être au niveau de la répercussion ou ce genre de choses. Tout comme, bêtement, si ça peut être dans une commune, on décide de refaire une rue. Bien échu qu'on ne sait pas qu'un membre de l'opposition habite dans cette rue-là et qu'il faut faire attention. En général, ça, on le sait, mais vous pouvez être sûr que, ils vont avoir une attention d'autant plus particulière sur votre projet. Euh, donc voilà, je propose maintenant, mais du coup, Julien, c'est de parler un petit peu plus, d'échanger un peu, parce que tu nous as déjà donné pas mal d'informations sur ta manière de gérer, d'analyser les parties prenantes. Ici, tu parlais tout à l'heure que vous vous concentriez effectivement beaucoup sur le pouvoir, sur l'aspect politique des parties prenantes, mais je suppose qu'il y a aussi un autre volet qui est quand même pris en compte, mais peut-être dans une moindre mesure, parce que pour l'obtention des permis, effectivement, pas dans un premier temps, pour l'obtention des permis, vous allez avoir plus le politique, mais après, pour la gestion des chantiers ou tout ça, vous continuez à faire cette analyse des parties prenantes ou vous levez un peu le pied? Non, tout à fait. En fait, ce qu'on fait, donc nous, on fait de la communication et peut-être que des personnes qui nous écoutent aussi se retrouvent dans cette situation-là, qui n'était pas une communication sans être péjoratif, qui n'est pas une communication de marketing où on doit vendre des choses. On doit certainement essayer de vendre notre message pour que les gens adhèrent et pour qu'on ait le moins d'opposition possible. Mais notre objectif est de réaliser une communication dans le cadre d'une procédure permis ou de modification ou de plan de secteur, ici, si je m'attelle à la législation wallonne ou à la réalité wallonne. Et donc, on doit respecter ça. On ne peut pas communiquer à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, parce qu'on ne doit pas créer un risque. L'objectif, la communication, je reste par toujours de ce principe-là, que la communication, pour moi, n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen d'atteindre un objectif plus général. Et ici, nous, c'est réaliser les projets d'infrastructure qui sont nécessaires à la transition énergétique et à l'électrification, permettre à tout un chacun d'avoir accès à une énergie durable et abordable. Et donc, on a décliné une méthodologie en 5 étapes. Et notamment, Connect nous a aidé à développer cette méthodologie, car ça nous permet de matcher avec chaque étape liée à un projet. Et donc, dès l'entame du projet, et quand je dis même l'entame, c'est même avant l'entame du projet, donc quand en interne, on commence à identifier un besoin, qu'on commence à réfléchir à la manière dont on va réaliser ce besoin, on réalise déjà alors cette analyse-là. Et donc, on s'attelle non seulement à identifier quelles sont les parties prenantes qui, in fine, vont avoir un pouvoir décisionnel dans le cadre de ce projet, mais aussi et surtout, et ça c'est un conseil que je donne aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est d'identifier l'ensemble des parties prenantes qui seront de près ou de loin concernées par ces projets et qui n'auront peut-être pas un pouvoir décisionnel, mais qui d'une manière ou d'une autre pourront avoir un moyen de pression sur les personnes qui devront prendre des décisions. Je prends un exemple concret. Lorsqu'on a le pire mot qu'on entend lorsqu'on a un projet d'infrastructure au niveau local, c'est lorsqu'il y a une pétition qui est lancée, qu'elle récolte 10, 15, 20, 1000 signatures, ça a le même impact parce que les personnes qui doivent prendre des décisions sont vite, surtout les politiques locaux et régionaux également aussi, sont vite perturbé par une pétition qui pourrait mobiliser un certain nombre de personnes. Et donc, je reviens à mon discours précédent. Il est important d'identifier, par exemple, ces noyaux de citoyens qui déjà, au préalable, dans d'autres situations, se sont rapidement mobilisés ou sont bien organisés pour justement, pas en tout cas d'essayer de les contrer, mais d'essayer de voir de quelle manière on pourrait éventuellement entamer une discussion avec ces personnes-là ou avec d'autres citoyens, parce qu'on reste convaincu qu'une bonne communication en amont, une bonne information et avoir cette démarche pédagogue vis-à-vis des personnes est le meilleur moyen d'essayer de diminuer les risques. Après, nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est d'essayer de dresser un cadre général et de ne surtout pas omettre peut-être des détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui, in fine, peuvent créer un risque. Et donc, on a toute une série je ne vais pas dire de KPI, mais de guidelines qu'on essaye de respecter et qui nous, de manière systématique, nous permettent d'avoir une analyse la plus poussée possible, parce que notre objectif in fine, c'est d'essayer de minimiser les risques dans notre analyse et en tout cas de ne rien laisser au hasard. Mhm. Mais ici, je te rejoins complètement par rapport au fait que tu disais avec les pétitions. Alors, pas dans le cadre d'un projet Connect, mais dans un des cadres de projets près de chez moi, justement, il y avait un projet immobilier
Et la communication, ben, de mon point de vue, effectivement, n'a pas vraiment été optimum. Je ne sais pas s'ils ont fait une analyse des parties prenantes et s'il y a vraiment eu une communication spécifique à destination de certaines de ces parties prenantes. Mais effectivement, il y a eu une pétition des gens qui habitaient à côté en disant, mais non, nous, on ne veut pas de ce projet pour X raisons. Et du coup, ben, effectivement, ben, c'est passé après la région et le permis ben, n'a pas été octroyé. Et il avait même été en fait accordé. Je pense qu'après la pétition, c'est passé, et donc ça a été suspendu et donc là maintenant c'est annulé et ils doivent recommencer tout le permis. Donc c'est vraiment important effectivement de pouvoir identifier parce que un riverain tout seul, effectivement, ne fera pas grand bruit, mais s'il commence à percoler autour de lui, il en fera plus. Et d'où l'importance aussi du coup de faire cette fameuse analyse de risque aussi, parce que je sais que vous en faites une aussi forcément pour vos projets, comme pour tout projet, nous aussi qu'on fait, c'est de se dire, voilà, on a ce projet-là. Si on veut aller avec ce projet-là, mais quels sont les risques qu'on peut avoir, quels sont les points négatifs qui pourraient être mis en avant, quels sont à contrario les points aussi positifs qui peuvent l'être. Et comme ça, on a véritablement une vue d'ensemble sur le sujet qui nous occupe et de se dire, ben, effectivement, alors on aura peut-être plus de risques avec telle ou telle partie prenante. Et donc, c'est important de vraiment avoir cette vue d'ensemble pour tout projet qui soit à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, ce projet, je ne sais pas où il en est d'ailleurs. Je pense qu'ils ont réintroduit un permis, mais j'ai revu une pétition passer. Donc, ils n'en veulent vraiment pas. Donc, à un moment donné, ça s'acharne aussi. Mais bon. On a un dossier actuellement qui est toujours un peu compliqué dans la région liégeoise. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une rue où on passe avec un câble, donc où les gens ne verront plus le câble d'ici après les 6 ou 7 semaines de travaux, mais les gens ne veulent pas du câble dans la rue et à l'orée des voies où il doit passer. On parle, je pense, d'une quinzaine de maisons. Ils ont réussi à avoir 1200 signatures et donc le dossier s'est retrouvé en commission parlementaire et également en séance plénière du Parlement de Wallonie. Et donc, vous imaginez, parce que à la base, malgré notre analyse, on n'avait pas vu que cette mobilisation nécessite. Si on l'a vu, mais elle avait déjà commencé. Et donc, c'était déjà un peu trop tard. Après, c'est difficile dans ce cas-là de figure, d'identifier ce public-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a entamé la procédure avec la RIP et ensuite l'enquête publique, ces personnes-là n'avaient pas réagi à ce moment-là. Et donc, on était surpris de les voir réagir a posteriori. Donc, ils ont commencé à se mobiliser à l'obtention du permis. Et donc, quand on pense que voilà, on a obtenu le permis, tout est bon, ben, on a quand même réussi à avoir des blocages sur l'obtention des autorisations en permission de voirie par la commune, parce que la commune va une pression de dingue de ces riverains-là, avec en plus leur plume au chapeau qu'ils étaient en plus entendus au niveau régional. Et donc, on a des difficultés à obtenir les permissions de travailler en domaine public, parce que c'est aussi quelque chose qui doit être obtenu dans le cadre des chantiers. Donc, ce n'est pas encore fini quand le permis d'urbanisme n'est plus soumis à recours. Il faut rester quand même attentif en termes de parties prenantes et peut-être aussi un élément à ne jamais omettre, ça reste fluide, les parties prenantes et la gestion des parties prenantes. Et donc, l'analyse qu'on fait au début du projet doit être monitorée constamment. Et donc, je conseille aussi de faire une mise à jour, si pas toutes les semaines, évidemment, mais après un certain laps de temps, peut-être au minimum, ça dépend un peu de l'ampleur du projet, mais une fois ou deux par an, de vérifier s'il n'y a pas eu, depuis lors, des activités ou d'autres choses qui se sont mobilisées, indépendamment des élections ou pas, qui pourraient éventuellement avoir un impact direct ou indirect sur le projet. Oui, mais effectivement, ben voilà, je lui dis même pas de dire ce qu'il doit dire, mais c'est important parce que c'est pas le fait de faire cette analyse, c'est qu'à un moment donné, il faut la tenir à jour aussi parce que la position des parties prenantes, elle évolue. Donc, comme ici, avec la réunion d'information publique où vous les aviez pas identifiés vu qu'ils n'étaient pas là, et puis tout d'un coup, ils apparaissent. Et je dirais même dans certains projets, même qui durent 1 an, 5 ans ou 10 ans, ben, des parties prenantes, si ici il s'agit de chantier, par exemple, bah, effectivement, vous avez des nouveaux riverains aussi qui vont arriver, qui ne sont pas forcément au courant du projet parce qu'ils n'auront pas trouvé l'information sur le site internet ou ce genre de choses. Donc, c'est important aussi de pouvoir continuer à les informer et donc d'identifier. C'est pas parce qu'on a l'obtention du permis que ça y est, dans ce cadre-ci, que tout est bon. Non, il faut continuer. Et en termes après aussi, je suis
pas je suppose, mais j'en suis quand même un peu certaine, en termes de valeur de l'entreprise, ça fait aussi partie de la chose de se dire, ben voilà, on continue à gérer tout en bon père de famille et d'être à l'écoute de ces parties prenantes et ce genre de choses pour que ça continue à bien se passer et à les maintenir dans les cases où on a envie de les maintenir pour que l'ambassadeur ne devienne pas tout d'un coup un résistant au projet parce qu'on a mal géré quelque chose, quoi. Donc ça, c'est important, ça va toujours bien de pair. Est-ce que tu peux nous partager, parce qu'on arrive tout doucement un peu à la fin du webinaire, est-ce que tu peux nous partager un exemple un peu concret d'efficacité de cette gestion des parties prenantes? Est-ce que tu as un chouette exemple à nous partager? Je vais vous prendre un exemple en plus qui est d'actualité. Peut-être pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, donc parler de ce projet-là. Donc, on a en plus des infrastructures terrestres aussi des projets en milieu marin. Et donc, on a le projet de l'île Princesse Elisabeth qui est en train d'être, la construction est en cours en mer du Nord. Donc, on a déjà un parc offshore en mer du Nord et on est en train de construire une île énergétique qui va être un hub énergétique. C'est une première mondiale d'avoir ça. Et donc, c'est quand même une fierté nationale d'avoir ce type de projet pour lesquels on a reçu d'ailleurs un subside du plan de relance européen. Je pense que ça faisait aussi partie de l'actualité ce matin et que la Belgique a reçu première Mhm. partie des fonds et donc Elia a reçu aussi via le gouvernement fédéral 100 millions d'euros d'investissement pour ce projet-là. Et qui dit milieu marin, dit aussi environnement marin. Et donc, on vient avec une île qui va être construite avec des caissons, donc on a quand même un impact au niveau du milieu marin. Et là, on a identifié toute une série d'organisations qui œuvrent au niveau marin et qui étaient inquiètes du fait que l'île allait arriver, allait entacher en tout cas la biodiversité ou en tout cas avoir un impact sur la biodiversité. Et donc, on a entendu ce message-là, on avait déjà nous réalisé l'analyse, on avait bien identifié quelles étaient les différentes parties prenantes concernées et nous avons mis en place pendant à peu près 2 années, un groupe de travail qui analysait l'ensemble des impacts potentiels de l'arrivée de l'île et quelles étaient les solutions pour, en tout cas, minimiser l'impact sur la biodiversité et surtout recréer de la biodiversité autour de l'île. Donc l'objectif était double. C'était de construire cette île parce qu'elle va amener une valeur ajoutée à l'ensemble de la société belge parce que l'idée, c'est d'intégrer des productions de renouvelables et donc c'est bon dans le cadre de la décarbonation de la société, mais c'était de ne pas, malgré cet impact positif, en créer un autre négatif pour la biodiversité. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle ce projet de Nature Inclusive Design, pour lequel il y a eu des recommandations qui ont été réalisées et pour lequel nous allons intégrer l'ensemble des demandes de ce groupe de travail afin de réaliser l'île en milieu marin, où non seulement on va minimiser, voire éluder les impacts sur le milieu biomarin, mais on va créer une nouvelle biodiversité marine qui est manquante ici en mer du Nord. Et donc, on amène vraiment double valeur ajoutée, mais là, ça a été un travail de longue haleine avec toute une série de parties prenantes à qui on a laissé finalement presque le lead des différentes propositions. On a joué un peu le rôle d'arbitre à certains égards avec nous, plutôt notre casquette d'expert technique pour la construction de l'île, pour être certain que ça pouvait matcher avec la réalité technique. Mais c'est vraiment un projet pour lequel on a reçu aussi une reconnaissance. On a reçu d'ailleurs, il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, le Blue Innovation Award. Donc c'est vraiment un prix qui Bien sûr. reconnaît une initiative innovante et qui a une valeur ajoutée pour la biodiversité en milieu marin. Et donc, c'est une belle reconnaissance aussi pour le travail de longue haleine des équipes. Et je Ah trouve ben, que c'est un exemple de partenariat et d'implication des parties prenantes pour finalement atteindre un objectif commun. oui, c'est bien de voir que on peut créer de chouettes choses aussi en écoutant et en intégrant justement les personnes, les parties prenantes concernées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en conversation dans le chat. Je les relayerai pour qu'on puisse y répondre. Euh, Tout doucement, on va clôturer, mais du coup, Julien, pour toi, une fois que tu as, ce retour d'informations des parties prenantes, parce que bon, tu les analyses, tu les détectes, tu les positionnes, puis tu les gères, qu'est-ce que tu fais aussi du retour d'informations des parties prenantes? Tu les utilises comment dans ta stratégie? Donc, on a aussi une méthodologie, vous allez dire que je suis assez
méthodique pour ce genre de choses, mais on a notamment mis en place, et avec vous aussi, hein, parce que vous nous avez aidé à mettre ça en place, lorsqu'on a des contacts avec les citoyens, notamment, on essaye surtout au niveau des citoyens, mais on le fait aussi au niveau des entités locales, on leur demande un retour sur toute une série d'aspects, comme notre approche, le niveau de qualité d'information, la manière dont on a posé les questions, et également leur connaissance de l'entreprise et de nos activités. Parce que c'est aussi la réputation, à mon sens, vaut sur deux aspects. En tout cas, elle doit être évaluée sur deux aspects. C'est un, quelle est la reconnaissance de l'entreprise par rapport à des personnes qui connaissent vos activités, le sentiment qu'ils en ont, mais aussi la réputation, c'est combien de personnes finalement connaissent vos activités. Et donc, on pose toute une série de questions de ce type, on récolte ces informations-là, et sur base de ça, on intègre toute une série de remarques dans notre stratégie de communication, dans notre approche, dans les outils qu'on utilise. Notamment, on pose des questions par rapport à par quel canal de communication souhaitez-vous être consulté. Et donc, ça nous a permis, notamment au fil des années, de tendre de plus en plus, parce qu'on voyait que c'était aussi une demande, vers des outils digitaux, interactifs, où les gens veulent trouver eux-mêmes l'information. On voit ça notamment dans les médias sociaux, où on s'est renforcé aussi en termes de stratégie au niveau des médias sociaux. On a mis en place maintenant un outil où on a vraiment une analyse en amont de tout ce qui se passe à notre niveau sur les médias sociaux. On a des monitorings quotidiens sur toutes les activités autres, hein, enfin les activités des autres qui nous concernent, hein, et ce qu'ils en disent. Et ça nous permet, avec mon équipe, chaque mois, de faire un point uniquement là-dessus et de pouvoir adapter nos messages, voir quels sont les sujets qui viennent régulièrement, essayer de renforcer peut-être des messages ou renforcer peut-être la pédagogie par rapport à certaines thématiques qui sont, à notre sens, méconnues. Et donc, il est vraiment important, et certainement, d'analyser les parties prenantes, mais surtout, et quand c'est relevant, évidemment, pas dans toutes les situations, d'intégrer aussi le message qu'on reçoit. Et je vais prendre peut-être un dernier exemple pour illustrer ça, mais à l'époque, chez Elia, on allait présenter un projet en disant, ben voilà le projet, on va déposer le permis demain ou dans les jours qui suivent. Et donc, on présentait les choses aux gens où tout était déjà arrêté. Maintenant, on ne travaille plus comme ça. D'abord, on définit la façon dont on veut faire les choses en tenant compte de l'analyse de risque. En plus, ensuite, on présente le projet, notamment aux autorités. Et ensuite, on intègre leur feedback pour revenir une deuxième fois en intégrant un maximum de leur connaissances. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, rien de tel que de se confronter à l'ancrage local ou aux organisations entités locales pour mieux connaître leur territoire. Hein, parce qu'on peut faire toutes les analyses qu'on veut, ça reste quand même en partie théorique. Et donc, il est important aussi d'intégrer ça parce que ça permet aussi de montrer qu'il y a de la considération par rapport à ces parties prenantes et vous les appliquez directement dans votre message, dans votre communication et dans votre stratégie si vous tenez compte de leurs remarques. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre à 100% dans nos métiers et dans notre stratégie de communication. Oui. Ici, il y a Christophe justement qui a parlé des réseaux sociaux qui t'aident aussi à définir et que vous avez un monitoring. Il demandait justement si ce monitoring des réseaux sociaux permet de faciliter la mise à jour de l'analyse des parties prenantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, d'une certaine manière, oui. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un projet qu'on appelle le social listening, qu'on utilise. On a commencé ça en janvier 2023. Il est implémenté depuis janvier 2024. Notamment, il nous permet d'identifier, mais ça nous permet d'identifier, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, toutes les activités ou en tout cas tout ce qui se passe autour de nos projets et de nos activités. Et donc, on peut notamment en définissant toute une série de critères, vérifier les actualités, en tout cas les liens qu'on veut faire entre certains stakeholders et Elia. Et donc, ça nous permet, par exemple, je vais prendre un exemple, si on doit aller voir un ministre, on peut rapidement avoir l'information de que ce ministre a un jour dit sur Elia les 2 ou 3 dernières années. Comme ça nous Mhm. permet de préparer aussi, parce que bon, on a des choses en tête, mais on a peut-être omis ou on est peut-être passé à côté de certaines choses. Et donc, ça monitore tout ce qui s'est passé sur les 2, 3 dernières années dans l'ensemble, on va dire, de la sphère Internet, médias sociaux compris, mais aussi les communications dans la presse digitale. Mais ça, c'est vraiment de manière
proactive, où on va aller chercher des infos. Et ça nous permet aussi de regarder quels sont, parce qu'on a aussi accès à tout ce qui est, par exemple, et notamment, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, ceux qui se mobilisent, en tout cas dans le cadre de nos projets, ou qui essayent de mobiliser, sont présentes sur Facebook ou sur X, hein, maintenant ancien Twitter. Et là, ça nous permet, avec certains mots-clés, de voir quelles sont les personnes qui communiquent. Et notamment, on voit tous les tweets de personnes qui s'opposent à des projets ou qui essayent de lancer des initiatives, des pétitions, etc. Et ça nous a permis, à quelques reprises, de détecter en amont, donc vraiment aux prémices de cette initiative, quels étaient les investigateurs et d'éventuellement prendre contact avec ces personnes-là pour essayer de décanter la situation. Et ce n'est pas toujours le cas, hein, parce que c'est pas parce qu'on a pris un contact qu'on a solutionné, mais ça nous permet directement de les identifier. Et c'est souvent des personnes qui sortent de nos radars, de nos analyses, dans la méthodologie expliquée, parce que notre méthodologie, elle est basée sur des choses qui restent, en tout cas connues, qui sont publiques, et l'outil va un peu plus loin, parce qu'il va analyser des mots-clés sur toute la sphère web et médias sociaux, et donc ça nous permet, on intègre maintenant ces éléments-là dans notre analyse de risque et de stakeholders management avant le démarrage ou pendant les projets. Mhm. Parce que ça intéresse peut-être certaines personnes. Tu parles de l'outil, c'est un outil que vous avez développé spécifiquement chez Elia ou vous travaillez avec un outil On déjà travaille existant? Non, on travaille avec un bureau externe qui nous avait été à l'époque présenté par Connect d'ailleurs, qui nous a développé un outil sur mesure en effet. Et donc on a ce qu'on appelle un control room Elia. Et donc j'ai une plateforme sur laquelle je peux filtrer quotidiennement quelle est la tendance des articles de presse sur une période donnée. Est-ce que c'est positif, négatif, oui, non? Est-ce qu'en Flandre c'est plus positif que nous ou que la Wallonie et vice-versa? Quels sont les médias qui écrivent le plus sur nous? Est-ce que quels sont les projets sur lesquels on parle le plus? Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Et alors, je peux screener ça sur Internet, sur les médias sociaux. Et donc, c'est vraiment dédié à Elia. Et en plus de ça, on a un outil qui est vraiment, on va dire, le moteur derrière cette plateforme qui résume un peu l'ensemble des données, où là, vous pouvez aussi aller chercher toute une série de mots-clés, recevoir des notifications dès que certains mots-clés apparaissent. Et donc, ça vous permet aussi de manière proactive à recevoir rapidement beaucoup d'informations. Donc, voilà, ça demande, comme vous l'avez entendu, on a commencé le travail en janvier 2023. Ça nous a demandé presque une année de travail, de préparation pour l'implémentation. Donc, ça prend du temps et ça coûte. C'est un budget qui n'est pas anodin. Mais on commence à l'utiliser en interne ici chez Elia et ça, c'est vraiment un outil que je conseille vivement parce que c'est aussi un des constats, hein, en termes de parties prenantes. Avant, on avait les réunions citoyennes uniquement, ou en tout cas, quand on allait présenter, on avait les courriers riverains et on voyait les réponses qui revenaient. Mais là, on se rend bien compte que il y a aussi, tout va plus vite et donc les médias sociaux jouent un rôle fondamental. Et donc, il faut aussi tenir compte de cette évolution aussi de la communication et de l'intégrer. Donc, je pense que cet outil peut contribuer à ça. Voilà, bah écoute, j'espère que Christophe, on a répondu à ta question. Merci Frédéric aussi d'être venu et bonne réunion du coup maintenant. Je pense que voilà, tout doucement, du coup, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a brassé relativement assez large. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider. Vous voyez ici le site internet. On est présent sur Facebook, LinkedIn, X et Instagram aussi maintenant. Et on a deux newsletters digitales sur lesquelles vous pouvez aussi vous inscrire pour en apprendre un peu plus sur Connect, sur nos méthodes et sur nos projets. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Julien d'avoir partagé avec nous ton expérience qui, en tout cas de mon point de vue, était fort intéressante et apparemment aussi de la part de Frédéric et de Christophe. Donc voilà, un grand merci. J'espère que ça n'aura inspiré plus d'un. Et n'hésitez pas à faire passer aussi ce webinaire. On l'a enregistré, on va le remettre sur nos réseaux sociaux. Donc si jamais vous avez des personnes, des collègues qui pourraient être intéressés par la chose, n'hésitez pas à leur partager également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt du coup.